du 7e siècle et continue à parcourir l'Iran à la recherche des forteresses perdues. Il fait toujours des recherches en Iran. D'ailleurs, il vient d'arriver de l'Iran il y a presque 10 jours. Donc, membre de conseil laboratoire, il y a plein de choses qu'il a fait, vraiment, comme je dis, un travail remarquable. Monsieur Voisin m'a dit qu'il ne fallait pas lire tout, mais j'ai encore une page. C'est mauvais signe, ça veut dire qu'on est vieux. Non, je vous en prie. Donc, il a plusieurs engagements dans le patrimoine, engagement dans la coopération franco-allemande, plusieurs publications, quarantaine, fortification de Proche et du Moyen-Orient, les systèmes fortifiés médiévaux du Moyen-Orient et en Asie centrale, les systèmes fortifiés médiévaux en Méditerranée, la littérature de voyage et le Proche et Moyen-Orient. Il a gagné plusieurs prix. Je peux le mentionner quand même. Voilà. Mais vous pouvez regarder sur Wikipédia. Mais récemment, le dernier, c'était prix de livre d'architecture et d'urbanisme 2016-2017 et de fondation de Thomas Soule Ozaïeni, Téhéran, pour le livre Forteresse de la route de la soie. Alors, comme j'ai dit, monsieur Jean-Claude Voisin, il a fait un travail remarquable en Iran et heureusement qu'il continue toujours ses recherches. Et vraiment, moi je vous souhaite beaucoup de santé et beaucoup de continuation de recherche en Iran. J'espère. Je vous en prie. On va applaudir. L'hôtel mitraïque. Voilà. Alors, je vais faire une petite parenthèse avant de commencer, parce que on a entendu tout à l'heure, et la semaine dernière, j'ai assisté à un événement, je peux dire exceptionnel, au comité olympique français, avec la remise par un couple, c'était une initiative privée, et un couple qui possède un musée ethnologique dans la petite localité de Bad Rood, à l'est de Cachom. Et ce couple avait pris l'initiative, qu'il a dû préparer il y a longtemps, de faire réaliser par des artisans iraniens une cloche qui est le symbole des Zourrounés. Et ces cloches des Zourrounés, vous savez, scandent les différentes phases du jeu de ces sportifs, mais saluent aussi un parlavan qui arrive, un étranger qui visite. Et cette cloche qui a été fondue en bronze, qui pèse 7 kilos, a été sculptée, comme les artisans iraniens savent le faire sur les bazars, avec le métal repoussé, 2500 heures de travail, et cette cloche a été remise donc avec des textes en français, enfin il y avait toutes sortes d'allégories, je ne veux pas faire une conférence là-dessus, mais elle a été remise officiellement donc au président du comité olympique français pour Paris 2024, expliquant au nom de l'Iran, mais c'est une initiative privée, comme c'est souvent le cas en Iran, que cette cloche était probablement la plus ancienne cloche au monde qui soit utilisée dans des épreuves sportives. Ah oui. Puisque ces Zourrounés, la tradition des Zourrounés, on pense, vous savez, que c'est né à la conquête arabe de l'Iran sassanide, et l'objet de ces Zourrounés était d'entraîner des hommes pour la revanche, si je puis dire, et pour reconquérir le pays. Et donc il y a plein d'allégories avec les clochettes qu'on avait dans les armées sassanides, enfin ainsi de suite. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ça parce que nous n'étions que 2 Français extérieurs au personnel du comité olympique
à être présent à cette cérémonie. J'ai eu beaucoup d'honneur, parce que je suis un ami de ces personnes, et ils m'ont fait savoir ça, et moi j'étais très fier pour l'Iran, qu'il y ait ce geste, parce que c'était pas banal quand même. Voilà. Et ça reflète encore un aspect de l'Iran, culturel, historique. Et cette cloche est œuvre de Madame Rougarin qui est là, artiste très très connue de nous. Parfait. Eh bien écoutez, la boucle est bouclée. Voilà. Alors, je vais donc on va passer quelques moments avec vous, camouflés derrière l'orchidée. Vous êtes bien là? Un peu plus au milieu? Ah, vous voulez que je mette un peu plus au milieu? Non, je veux bien. Moi, j'ai pas besoin forcément de micro, tout le monde m'entend. Des fois, le micro, c'est vrai que c'est un peu le confort, mais bon, j'ai la voix qui porte. C'est ce que j'ai pas osé. Vous avez compris mon allusion, j'ai dit, je suis camouflé. C'est tellement joli. Non, c'est vrai. Voilà, on le met à côté. Oui. Alors, donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un ouvrage, par correction, qui n'est pas mon travail à 100%. C'est une idée de l'éditeur, l'Harmattan, de rééditer, donc l'année dernière, enfin au début de cette année, ça passe trop vite, de rééditer un ouvrage de 1935 qui avait fait un certain bruit à l'époque, quand cet ouvrage est sorti en 1935, et il est l'œuvre d'un spécialiste, pas seulement iranologue, il était assyrologue aussi, égyptologue, qui s'appelait Charles Autran. Et ce monsieur, on va voir, a écrit donc cet ouvrage qui allait un peu à contre-courant de ce que la plupart de ses confrères savants français pensaient de l'origine du christianisme. Donc, on peut dire que ce n'était pas très politiquement correct, parce que, voilà, montrer que le christianisme avait été influencé par des choses qui existaient avant et qu'il les avait recopiées d'une certaine façon, c'était pas très bien apprécié dans un pays judéo-chrétien. Néanmoins, vous verrez, je vais vous citer des exemples de personnages qui vont commenter le livre, et pas des moindres, un cardinal, ainsi de suite, et vous verrez ce qu'ils en disent. Toujours est-il, c'est que le principe qui fait le fond de ce livre, c'est l'observation qui paraît presque une évidence, que les civilisations, c'est pas vrai seulement que pour la religion, mais c'est aussi vrai pour la religion, les civilisations se copient, vont chercher chez le voisin des choses qui sont plutôt en avance sur ce qu'ils ont chez eux, et la Perse a été, sur ce plan-là, un exemple dans l'Antiquité, par tous les emprunts que les différentes dynasties perses, avant la conquête arabe, vont faire, dans le cadre de leur conquête, de leur expansion, de l'Inde jusqu'à l'Égypte, en allant sur Byzance, le monde gréco-romain, et les Perses vont savoir digérer tout ce qu'ils vont emprunter aux uns et aux autres, jusqu'à la Chine, pour redistribuer à leur façon cette synthèse de choses qu'ils auront digérées et les ressortir, on va dire, à la sauce perse. Alors, la religion fait partie de ces éléments-là qui vont être copiés, on va dire, 1500 ans avant Jésus-Christ, un peu ici, un peu là, en Inde, un peu en Chine, et puis on en fait à la sauce iranienne quelque chose qui va s'appeler Naïdé l'a dit, ou le masdéisme, ou ça c'est les religions païennes, plutôt
et qui reposait sur, comme on avait en Occident, mais encore bien plus longtemps, sur des divinités qui étaient les arbres, l'eau, le tonnerre, le soleil, ainsi de suite, pour arriver petit à petit à une simplification avec le zoroastrisme, où on a une trinité, et puis Ahura Mazda, Mitra, Anaïta. Bon. Donc là, on est à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, le schéma, et puis ceci va donner des idées, ça va être recopié, on va voir comment, par le christianisme, mais j'ai déjà un peu annoncé la couleur. Alors, on va aborder le livre. Donc je vous ai déjà dit pourquoi cette idée de rééditer cet ouvrage, qui était assez conséquent et minutieusement documenté. C'était premièrement parce qu'il n'avait pas laissé le public indifférent et que depuis, les recherches, les colloques internationaux qui sont consacrés ou au christianisme ou aux religions de la Perse antique, le zoroastrisme ou le mitraïsme, ont fait de sérieux progrès avec de grandes découvertes, notamment à peu près depuis les 30 dernières années. Et donc c'est, moi, ma partie de travail, ça a été de mettre à jour, si je puis dire, tout ce qu'avançait Autran, ou pour le confirmer, ce qu'il disait, de manière scientifique encore plus certaine, ou pour atténuer en disant